Ils ont bécoté me dans un non engagé. Ils ont bécoté me Dans un non engagé. Ma douce Marie-Louise, d'être revusie. Ma douce Marie-Louise, d'être revusie. Ma douce Marie-Louise, d'être revusie. Mon grand-père, lui, il est né en 1911 dans la Bretagne rurale. Il avait 20 ou 21 ans quand il a décidé de partir sur Paris. Il est monté en 32 pour chercher du travail, comme tous les Bretons de l'époque en fait. Et puis, comme quasiment tous les Bretons d'époque, il a fait pas mal de petits boulots d'usine, et puis il a fini en 36 à la Régie-Renault. De paro nhau hatun trau vankacha de nitra badus restaurant jou zo vad de mat pane à tout. Je suis né dans une ferme en Bretagne. J'avais 9 ans avant je suis allé à l'école. Je ne connaissais pas un mot de français. Ma mère n'avait jamais été à l'école. Alors elle ne pouvait pas m'apprendre. C'est après, quand j'ai été à l'école, je n'ai pas été beaucoup, j'ai été que 5 ans. Mais après, j'ai appris. Et après, moi, je suis venu travailler dans les fermes dans la Beauce, faire le binage, la moisson, tout, l'arrachage de betteraves à sucre et tout ça. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus, mais de ce temps-là, ça se faisait. Tout d'un coup, en 1954, j'ai dit, j'en ai ras-le-bol de la Bretagne, je monte à Paris. Depuis, je suis à Paris. Ça m'a pris comme ça, comme un coup de tête. J'ai fait ma valise, j'ai mis quelques affaires que j'avais, j'ai pris les peu de sous que j'avais, je suis montée à Paris, sans travail, sans logement. Alors, je suis allée à l'hôtel du côté de la gare Montparnasse, là, dans un hôtel, mais je ne pouvais pas rester longtemps. Et comme la mission bretonne était déjà dans la rue à côté, eh bien, je suis allée à la mission bretonne. Et la mission bretonne qui m'a trouvé ma première place. Quand je suis arrivé ici, j'avais une adresse où aller. Puis j'avais pris le métro. Je n'avais jamais pris un métro ni rien du tout. Il y avait plein de monde. Et puis j'avais une valise encore, elle prenait toute la place. Et les gens rouspétaient avec moi parce qu'elle prend toute la place. Là. Puis j'avais peur de louper la descente encore. C'était pas si facile que ça. Puis je suis arrivé à l'adresse. Et puis... le lendemain, je demandais aux gens, je dis, mais il faut aller voir chez Citroën, il faut aller au bureau d'embauche, peut-être qu'elle sera embauchée. Et ce que j'ai fait, j'ai été chez Citroën, et me voilà embauché chez Citroën, place Ballard. Et puis, mais je ne suis pas resté longtemps, je suis resté 5 mois et demi, parce que je ne me plaisais pas beaucoup à l'usine. Et puis, j'avais un mauvais poste, j'étais à la peinture et tout. Alors, c'était malsain et tout. On était dans la boue, là-bas, dans la... Ici, c'est le ciment quand même. On ne s'habitue pas tout de suite comme ça. On est habitué dans la terre et venir tout de suite enfermé comme ça, mais ça manque. Après, je vais trouver un copain et puis il était à l'école taxi. J'ai appris les rues de Paris et me voilà parti faire le taxi. Et j'ai fait ça 34 ans. La Bretonne qui arrivait à Paris, qu'est-ce que vous croyez qu'il lui restait à faire pour pouvoir gagner sa vie? Ben, elle n'avait pas le choix. Comme Bécassine, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se plaçait chez les bourgeois de Paris. Et c'est ce que j'ai fait. Le plus dur, c'était les horaires. Les horaires de commencer à 7 heures, parce qu'il y en a qui peuvent commencer à 7 heures du matin, hein, jusqu'à 21 heures, quand ce n'était pas au-delà. Et c'était toute leur vie, finalement. Elles ne pouvaient pas être elles-mêmes, elles n'avaient pas le temps d'être elles-mêmes. Moi, ce qui m'a le plus crevé, moi, c'est ça. Hein. Et puis, j'ai remarqué quelque chose aussi que le docteur Le Guignan l'avait remarqué aussi. J'ai remarqué quelque chose, finalement, parmi les Bretonnes, c'était celles qui se mariaient le moins. Les employées de maison, c'était celles qui se mariaient le moins. Et pour cause, quand est-ce elles pouvaient aller retrouver les gars de leur âge, n'importe quel métier ou n'importe quoi? Elles n'étaient jamais libres aux heures où ces jeunes-là étaient libres. Donc, même à ce niveau-là, ça les a atteints. On est paumés, hein, on est complètement perdus. Ben, on s'y fait, quoi. Et puis, moi, j'étais dans le 14e ici, j'habitais dans le 14e.
Et ici, c'était plein de Bretons. On connaissait beaucoup de monde, quoi. Il y avait plein de bals bretons et tout ça à l'époque. Il y avait au moins une douzaine de bals. Mais maintenant, il n'y en a plus qu'un, je crois bien, le Boléro. C'est le seul qui existe. Avant, il y en avait plein dans tous les coins. Et puis, on se trouvait entre nous, on parlait, on discutait. Il y avait des femmes, il y avait des filles, donc, et tout. Ben, on s'amusait, quoi. C'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars. Mon grand-père, en 1936, il a intégré le milieu de gauche, étant à la Régie Renault. En 1936, c'était le mouvement ouvrier. Donc c'est vrai qu'il a un peu oublié qu'il était breton. Mais dans ma famille, c'est pas l'élément bretonnant, c'était pas lui. Ça a plutôt été mon oncle. Mon oncle, lui, dans les années 70, était très très militant breton. Peut-être justement déjà en opposition avec mon grand-père, qui lui refusait un petit peu ce côté breton. Je ne suis pas restée très longtemps en contact avec les Bretons, puisque je suis d'une origine allemande. Hein. J'ai pris contact avec des gens qui étaient au syndicat des employés de maison, de la CFTC à l'époque, puisque c'était la CFTC. Et plusieurs années après, quand la CFTC est devenue la CFDT, à ce moment-là, on s'est organisé, on a regroupé des employés de maison, bretonnes. Oui, il y avait beaucoup de bretonnes. Quand on a commencé à créer le syndicat d'employés de maison, il y avait beaucoup de Bretonnes, mais il y avait beaucoup d'Espagnols. Et on était d'autant plus crevés qu'on prenait en plus ça sur nos heures où on aurait dû être en train de dormir. Parce que quand on a collé des affiches, on en a collé dans les rues du 16e, on en a collé à Neuilly, on les a collées jusqu'à 2 heures du matin. Ah oui. Alors, donc à ce moment-là, après, il fallait rentrer, il fallait aller à pied, puisqu'il n'y avait plus de moyens de transport. Et tout ça, moi je ne regrette pas, ça serait à refaire, je recommencerai. Hein. J'avais écrit à un moment donné, en parlant de ça, en disant « Ayant franchi la frontière de leur pays, de leur nation, c'est pour respirer la poussière de toutes les administrations et du flic aux fonctionnaires, elles apprécient l'attention. » Là, bien sûr, c'était les immigrés de l'extérieur, là aussi, hein, qui sont venus en même temps avec les Bretonnes. Les Parisiens, ils n'aimaient pas beaucoup les Bretons à l'époque. On nous traitait de ploucs, un peu. On n'était pas dégourdis, quoi. Puis l'accent, on avait l'accent de Bretagne et tout ça. C'est un Berton, ça. Je sais que mon grand-père me racontait que quand il avait 12-13 ans, les dernières fois où il était à l'école, c'était effectivement la célèbre affiche dont on parle systématiquement, interdit de jurer, de cracher par terre et de parler breton. Parler breton était considéré comme un juron. Alors qu'en fait, une fois chez lui, il ne pouvait pas faire autrement que parler breton de toute façon, puisque sa mère parlait que breton. Aïe, aïe, aïe. Amadou et Béniguette, comme on dit en breton. Je me rappelle que quand j'étais assez petit, 8-9 ans, 10 ans peut-être, j'écoutais Trian et bon, les chansons bretons me fascinaient parce que c'était une langue qui me fascinait, je comprenais rien du tout. Mais j'apprenais par cœur des chansons comme Tricante mille sous d'Ardette ou des trucs comme ça parce que j'aimais bien la sonorité, j'apprenais. C'était mon premier contact avec la langue bretonne. On pourrait dire Teaspo kik pe grand pues, mais on nous dit kik pe grand pues aspo. C'est comme ça, le mot important vient début de phrase. Alors, mettre au singulier. Ni on eus un petit KR. Un petit KR, c'est déjà au singulier. Alors, ni on eus un petit KR. Ça sera quoi au singulier? Mais
Ameus, unti, kae. Petra o deus Yann Gamona da Zebri. Allez-y. Un même beau kick, le fanche. Et moi je prendrais de la viande comme François. Et c'est vrai qu'il y a un mélange entre l'envie de parler la langue qu'on entendait quand on était petit pour certains, l'envie de parler, et puis l'envie pour les autres de parler une langue qu'ils n'ont pas obligatoirement vécue, mais c'est une action militante en fait, c'est une façon comme une autre de se battre pour l'idée de la Bretagne, quoi. C'est les rassemblements qui font qu'on se sent plus breton, c'est les rencontres en fait. Donc sans que ce soit quelque chose de forcé, je me construis mon côté breton en rencontrant des Bretons, ou en rencontrant des gens qui ont la même volonté. Donc c'est plus une notion de partage en fait. On construit en partageant, quoi. C'est joli, hein. C'est vrai on ne pratique pas la Bretagne qu'en Bretagne. Le but, c'est pas de se rassembler pour aller en Bretagne. On pratique la Bretagne à Paris. On apprend la langue à Paris, on danse à Paris, et on est entre Bretons de Paris. Et justement, quand je suis retournée, la première fois que je suis retournée, quand j'ai marché dans la campagne, j'ai fait un poème où je disais « Du coin de terre où je suis née, je suis exclue, déracinée. Ici, je ne fais que passer, revoir sur l'île des Chevaliers lentement le soleil sombrer, et sur ces rives embrumées, regarder mourir le passé. » Voilà, qu'est-ce que je pensais quand je retournais en Bretagne. Quand j'arrive en Bretagne, on me dit « Tiens, voilà le Parisien ». Et puis quand je suis ici, « Alors Breton, comment que ça va ?» Alors ben, où j'en suis moi? Je suis un peu bâtardé partout. Alors une fois, il y avait une jeune fille là-bas en Bretagne. Alors elle me dit « Alors Parisien, te voilà ?» Je dis « Oui ». Mais je parlais en breton. « Ah, mais je ne parle pas breton », elle dit. Mais je dis « Mais quoi, pourquoi un Parisien qui apprend le breton à une Bretonne maintenant ?»